Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être le modérateur aujourd'hui de ce panel absolument extraordinaire dans lequel nous allons évoquer les directeurs juridiques, les General Counsel. Dans le fond, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Nous allons nous poser la question tous ensemble. Je suis Mahasti Razavi, associée gérante d'Auguste Debouzy, et j'ai la chance donc d'être avec vous, avec Xavier Hubert qui est à distance. Alors, je vais laisser chacun de nos participants se présenter et j'aimerais beaucoup, Marc, car c'est toi qui vas commencer, que chacun vous donniez votre titre exact au sein de votre organisation, parce que je suis sûre que rien que ça va nous donner un sujet de discussion passionnant. Bon, alors merci Mahasti, merci de nous accueillir. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Marc Mossé, je suis pour le titre, et je vais essayer d'être en lien avec le bandeau, parce que si je dis l'inverse, ça ne va pas le faire, mais donc je suis Senior Director Government Affairs Assistant General Counsel, ce qui en français donnerait Directeur des affaires juridiques et des affaires publiques pour Microsoft EMEA. Et par ailleurs, je suis président de l'Association française des juristes d'entreprise. J'ajouterai juste un point qui peut être intéressant pour nourrir la discussion, c'est que mon patron monde est en fait président de Microsoft. Il y a le CEO, Satya Nadella, et Brad Smith, qui est mon patron, est président de l'entreprise et Chief Legal Officer. Voilà, pour donner une indication de l'importance du droit dans notre entreprise. Xavier. Xavier. Allô? À vous. Oui, donc Xavier Hubert. Oui, Xavier Hubert. Donc moi je suis le directeur éthique, compliance et privacy du groupe Engie. J'ai la chance de diriger un département qui couvre à la fois tout ce qui est éthique, prévention de la corruption, tout ce qui est embargo, export contrôle et protection des données privées et respect des réglementations, notamment européennes, mais pas que, en matière de protection des données. Et je suis de formation magistrat de l'ordre judiciaire et j'ai intégré le secteur privé il y a un peu moins de 4 ans aujourd'hui. Je ne suis pas General Counsel, je ne suis pas non plus directeur juridique. Et après, on aura l'occasion de revenir un peu sur l'utilisation de ces titres en droit interne, en France, en tout cas dans la pratique française. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invitée en ma qualité, je crois, de vice-présidente du Cercle Montesquieu. C'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Je suis par ailleurs directrice juridique du groupe Figaro et j'exerce à ce titre différentes fonctions. Notamment, j'ai la charge de la fonction d'IPO dans ce beau groupe de presse et de médias, donc une fonction assez importante, assez stratégique pour l'entreprise. Et je siège au sein d'une commission paritaire dont je suis présidente, à savoir la commission de la carte de presse des journalistes, qui attribue 35 000 cartes chaque année et qui comprend 20 salariés. Voilà, j'ai travaillé auparavant en tant qu'avocat chez Slaughter & May, ayant vécu plusieurs années à l'étranger. En étant bilingue, j'ai choisi de rejoindre une entreprise bien française et d'occuper un titre de directrice juridique. Bonjour, donc moi je suis, alors mon titre est Groupe General Counsel du groupe Accor. Alors ceci dit, Accor est un groupe mondial mais aussi une société française. En réalité, dans mon contrat de travail, je suis directrice juridique et compliance group et secrétaire du conseil. Mais le contexte très international de notre groupe requiert, c'est plus simple de parler de groupe General Counsel. Formidable. Alors, dans la vraie vie, comme on dit, comment voyez-vous les différences entre le rôle de directeur juridique, directrice juridique d'un côté et de l'autre, General Counsel, justement? Besma, alors, il y a déjà un peu ce qui est l'évidence, c'est-à-dire que directeur juridique, c'est d'abord français. Évidemment, c'est un titre français qui peut renvoyer à une certaine, je trouve, à une certaine technicité de la matière. Quand on parle de General Counsel, ça renvoie à ce qu'est le General Counsel aussi ailleurs qu'en France, et notamment dans des entreprises américaines.
donne l'impression que le rôle, ou reflète mieux, plutôt que donne l'impression, reflète mieux le rôle un peu plus large que simplement d'être un technicien du droit. Ensuite, directeur juridique. En France, on a directeur juridique, on a secrétaire général, on ne sait jamais, il y a des secrétaires généraux qui font beaucoup d'autres choses, il y a des secrétaires généraux qui ne font que du droit. On est toujours un peu entre les deux pour essayer de définir proprement ce rôle, alors que General Counsel, finalement, on n'a pas besoin de dire si on a la compliance ou pas, si on a, je sais pas, les assurances. Finalement, ça englobe plus le rôle un peu plus de conseil général du directeur juridique tel qu'on aimerait qu'il soit et tel qu'il l'est de plus en plus dans la réalité. Bénédicte, dans le cadre de vos fonctions en tant que directrice juridique, est-ce que ce dont vous vous occupez, vous préoccupez, concerne uniquement des questions de droit pur? Alors non, pas du tout. Alors c'est peut-être lié au fait que je suis dans une petite entreprise au fond. Hein. Je suis dans un groupe qui comprend 2000 personnes, donc c'est pas du tout la taille des groupes des personnes aujourd'hui autour de moi. Donc dans un groupe français, le Figaro, 2000 personnes, le directeur juridique occupe les fonctions, je l'ai dit, de DPO, de compliance, d'affaires publiques. Et finalement, je gère le M&A, le droit de la concurrence, je suis au conseil de surveillance et au comité d'investissement. Donc effectivement, je pense que la fonction de directeur juridique dans une PME, on va dire, c'est ce qu'on en fait. En l'occurrence, je fais aussi l'office de secrétariat des assemblées et des conseils d'administration auxquels j'assiste. Donc effectivement, dans une PME, je pense qu'il y a, surtout française, de fait, on peut englober facilement toutes les fonctions du General Counsel, qui sont, à mon sens, très importantes. C'est très important pour le directeur juridique d'avoir ces fonctions-là et aussi, Marc en parlait, de reporter au directeur général du groupe, pour ma part, directement, puisque ça permet vraiment d'anticiper sur les sujets et d'actionner toute une stratégie et d'être en phase avec la stratégie de l'entreprise. Marc, au regard de ce que l'on vient d'entendre, est-ce que les rôles évoqués par Bénédicte d'une part et Vesma par ailleurs te donnent l'impression que les choses sont si différentes dans une organisation internationale plus d'origine américaine dans laquelle en effet Brad Smith est président et que votre vision du rôle de cette direction juridique entre guillemets est extrêmement protéiforme? Alors oui, c'est une très bonne question et évidemment, alors pour ce qui me concerne, moi je suis dans la filiale du groupe, donc ma fonction est forcément sur un périmètre différent, mais j'ai envie de dire que le directeur juridique est un general counsel comme les autres d'une certaine manière. Et en réalité, cette expression qui est en fait aussi une question de langue, puisqu'on importe là un concept anglo-saxon, ne fait que préfigurer ce que le directeur juridique va devenir demain. Et je pense que c'est ça l'élément essentiel, ce qui va me permettre de répondre plus directement à ta question, Masti. À savoir que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les directions juridiques et les directeurs juridiques et leurs équipes sont en train d'appréhender tout un ensemble de sujets très différents qui leur donnent ce rôle de conseil. Le droit est un outil stratégique et donc désormais le directeur juridique, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est un general counsel comme les autres, va prendre de plus en plus ce rôle de gestion de cette valeur stratégique qu'est le droit dans l'entreprise. Et ça, c'est tout à fait essentiel parce que c'est une évolution. On en parle souvent avec Bénédicte, on en parle entre nos associations. C'est un élément central. Et si je rapporte ça à Microsoft, il se trouve que le département juridique, alors qui s'appelle CILA chez nous, c'est Corporate, External and Legal Affairs. C'est à peu près 2000 personnes dans le monde. Et donc, dans ce département, on traite des questions juridiques les plus classiques, les expertises traditionnelles, on fait de la RSE, on fait de la compliance, on fait de l'éthique, on fait de la cybersécurité associée au droit, bien sûr la question des données personnelles évidemment, on fait de la tech diplomatie également. Donc on est vraiment au cœur du droit comme élément central de la stratégie d'une entreprise. Et ça me paraît vraiment essentiel parce que ce n'est pas propre à Microsoft.
c'est, je crois, une tendance qui va s'affirmer. Et lorsqu'on voit la loi Sapin, lorsqu'on voit le devoir de vigilance, lorsqu'on voit finalement, et Xavier va sans doute en parler, tout ce qui est conformité, aujourd'hui, un directeur juridique ou un general counsel, en réalité, il est la femme ou l'homme avec ses équipes qui sont vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Ils sont dans la sécurisation juridique des opérations et en même temps, ils aident à construire le succès de l'entreprise. C'est ce qui fait une différence majeure, sans doute, avec ce qu'on a connu il y a quelques années. Et c'est pour ça que moi, je m'attache moins aux termes. Et il y a une diversité, on va tous s'appeler différemment selon aussi la culture des entreprises. Mais je veux, et en tout cas à la FGE notamment, on s'attache à ce qu'on mette en valeur la fonction juridique. Et c'est pour ça que le directeur juridique, à nos yeux, est un general counsel comme les autres. Et finalement, un président en devenir comme les autres. Ou une présidente. Ou une présidente. Je suis très, 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 très attaché au D&I. Alors justement, tu évoquais ethics, compliance. Xavier, vous qui exercez justement ce rôle au sein d'Engie, comment est-ce que vous êtes organisé par rapport à la direction juridique du groupe et comment fonctionne ce que j'appellerais la ligne de reporting entre vous et votre hiérarchie? Écoutez, moi j'ai la chance d'appartenir à un groupe qui a à peu près toutes les diversités qui viennent d'être citées à l'instant, parce que nous avons dans le groupe un directeur juridique. Moi de mon côté, je suis le directeur éthique, compliance et data privacy. Nous avons dessus une secrétaire générale aujourd'hui à qui je rapporte, et nous avons une CEO. Donc, en gros, notre structure aujourd'hui, elle est très classiquement française. Le directeur juridique, en revanche, porte le titre à l'international de General Counsel. Mais il a dans son scope, en tout cas son périmètre, que la partie juridique. Donc là, ça, c'est un des points vraiment, je dirais, qui est propre à Engie. Moi, ma ligne de reporting, elle est claire, c'est le secrétaire général, la secrétaire générale aujourd'hui, et même sur certains sujets, directement la CEO du groupe. Dès lors qu'on est sur certains types de risques. Après, le débat interne, en tout cas general counsel versus directeur juridique, etc., je crois que c'est un sujet qui est avant tout culturel. En France, on sera plus facilement directeur juridique, à l'international de general counsel, parce que c'est un terme qui est reconnu par tout le monde aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus facile et on rentre dans les standards internationaux. Et pour faire un peu écho à ce que disait Marc à l'instant, je pense que le sujet, je suis tout à fait d'accord que les juristes prennent de plus en plus de place, et notamment dans les processus décisionnels des entreprises. Et ça, c'est une évolution anglo-saxonne, pour le coup, qui pousse les sociétés françaises sur les mêmes évolutions. Mais en revanche, si on regarde pourquoi General Counsel aux États-Unis, c'est que la formation des cadres dirigeants, des grands managers passe généralement par les universités de droit. Ou par une formation juridique, voire de lawyer, alors qu'en France, la formation des dirigeants d'entreprise ne passe pas encore complètement par les formations de droit, mais plutôt par les écoles d'administration, comme l'ENA, avec après des cursus différents. Et ce qui explique pourquoi nous avons plus en France des secrétaires généraux qui correspondent plutôt à une vision administrative des choses, versus les anglo-saxons qui ont une vision vraiment beaucoup plus légale, et ça veut dire qu'ils sont grosso modo sur des general counsel. Après, je pense que beaucoup d'entreprises françaises aujourd'hui jouent sur les deux tableaux. C'est-à-dire, en France, on s'appellera directeur juridique ou secrétaire général. À l'international, on fera valoir une étiquette ou une référence à General Counsel pour véritablement être dans les standards internationaux. Alors, vous venez d'évoquer deux sujets que je trouve passionnants. Il y en a un qui concerne la formation, on en parlera dans un instant, et le deuxième qui est votre ligne de reporting et dans le fond l'indépendance de votre direction par rapport à la direction juridique. Est-ce que vous pensez compatible le fait de mettre sous une seule et même organisation, indépendamment encore une fois du titre que l'on donne à son organisation, la compliance et le juridique ensemble? Parce que dans le fond, on a compliance d'un côté, on a les DPO, Bénédicte, vous êtes aussi DPO de votre société, on a la RSE, on a les questions
corporate affairs. Donc, est-ce que pour vous, il faut sans parler nécessairement de silos, parce que silos, on a l'impression que personne ne se parle, et donc c'est évidemment pas un objectif recherché, mais est-ce que vous pensez que cette indépendance est nécessaire à l'exercice de ce que vous faites, ou finalement tout ceci peut faire partie d'un seul et même groupe, d'une seule et même organisation? Pour moi, l'indépendance, elle est essentielle. Après, je pense qu'il n'y a pas un modèle. Il ne faut pas partir sur un calque qu'on doit copier-coller à peu près dans toutes les entreprises. Ça dépend de l'histoire, de la culture, du secteur d'activité, de la structuration, de beaucoup de choses. Et je pense que chaque entreprise a son originalité et doit justement se construire en fonction de son originalité et pas essayer de caler ou de calquer des schémas internes. Après, les relations avec une direction juridique ou avec d'autres départements, encore une fois, ça dépend vraiment de l'histoire dans l'entreprise et de son secteur d'activité. Je vais prendre un exemple. Moi, dans notre groupe, la RSE est quelque chose d'extrêmement important parce que nous sommes sur les secteurs énergétiques. Donc, elle est indépendante, elle est ni liée à la direction juridique ni à la direction compliance. Et c'est un département soit extrêmement vaste en termes de ressources humaines et d'implication dans tout le groupe. Il y a des entreprises où la direction juridique et la compliance peuvent être totalement liées parce que c'est structurel, c'est la taille de l'entreprise, voire c'est la culture et l'histoire. Et je pense que ça pose pas de difficulté à partir du moment où je dirais tout le monde est clair sur le positionnement de la compliance, son indépendance et ses manières de reporter et son niveau de reporting. Après, dans la structure de ANJ, historiquement, ou plutôt la scission est intervenue, moi que je suis arrivé dans le groupe, tout simplement parce que c'est un nouveau département qui a été construit autour des grands enjeux qui arrivent aujourd'hui, qui sont la compliance, qui regroupe beaucoup de questions juridiques. Il faut absolument, c'est clair, il faut avoir une formation juridique ou une vision juridique de la compliance, mais pas que. Et c'est là aussi, je pense que il va y avoir un vrai débat, en tout cas, ça dépendra des structures de société, c'est que l'enjeu de la compliance aujourd'hui ne passe pas que par le droit, mais par beaucoup d'autres domaines de compétences, alors que les directions juridiques, elles, restent très légalo-centrées, si je dois utiliser cette expression. Mais après, encore une fois, je pense que cette question, elle est propre à chaque entreprise et de son activité. Alors justement, vous évoquiez le fait que la direction juridique était très légalo-centrée. Est-ce que ça n'est pas un peu dépassé dans le fond? Est-ce que ça n'est pas... est-ce qu'on ne devrait pas penser les choses un peu autrement désormais? Je vous vois tous les trois sourire sous votre masque, donc c'est qu'il se passe quelque chose. Oui, forcément. Alors, d'autant, encore une fois, je suis dans un petit groupe. Donc oui, je pense que il y a peut-être 20 ans, 30 ans, le directeur juridique avait une fonction comme ça, peut-être administrative. Le directeur général, il appelait son avocat pour avoir des conseils et savoir comment faire sur un dossier. C'est très bien d'avoir des avocats, mais aujourd'hui, c'est le directeur juridique qui pilote les avocats, déjà. Donc, c'est différent. Et le directeur juridique donne des conseils à sa direction générale. Le directeur juridique, il était gardien du temple. Ce qui est très bien d'être gardien du temple. Il y avait un petit côté assis sur son temple à attendre. Avec toutes les évolutions qu'on a vues, avec effectivement, grâce à l'influence anglo-saxonne des General Counsel, effectivement, on a aspiré à tout ça grâce à... Et puis, on est allé faire des formations également à l'étranger. Donc, on a infusé tout ça dans nos entreprises. Et les entreprises ont évolué. Et le directeur juridique, maintenant, il est au milieu de plusieurs stakeholders, au milieu de l'actionnaire, des salariés, des partenaires commerciaux, des enjeux RH également. Et il gère tout ça. Et avec toute cette mise en avant maintenant de la raison d'être, je trouve que le directeur juridique, il accompagne plus que jamais cette raison d'être et il en est un peu une émanation, puisqu'on le retrouve un petit peu en amont, en aval sur tous ces sujets, avec, plutôt qu'un gardien du temple, il est devenu un gestionnaire de risque, à la fois dans sa fonction compliance pour respecter le droit, mais aussi dans sa fonction de directeur juridique, en tout cas, pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller, hein, comment on va le respecter, pas trop, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour jouer avec ces préceptes du droit. Et là, il est responsable aussi de l'éthique, évidemment. Et donc, il est un peu magicien au milieu, stratège. Et alors, à part un diplôme de magie, Besma, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on intègre dans justement la formation
ou comment est-ce que l'on encouragerait tous nos jeunes qui pensent justement évolutivité de leur métier, on passe de l'un à l'autre, on crée de plus en plus de passerelles, et comment, en plus de la passerelle, on les guide, on les encourage pour découvrir d'autres thématiques, d'autres sujets. C'est un vrai enjeu, c'est sûr. Je voudrais juste ajouter, pardon, Masti, à ce que disait Bénédicte, je suis tout à fait d'accord, et je pense que par rapport à ce que disait Xavier également, il y a aussi un élément qui a aussi changé, c'est que finalement, ce qu'on appelle le droit de la compliance a influencé les autres parties du droit. Donc on est moins légalo-centré aussi parce que le droit, je trouve, change. C'est-à-dire qu'avant, on avait la règle, le juriste, si on caricature, hein, le juriste faisait appliquer la règle, essayer d'éviter les sanctions. Aujourd'hui, finalement, cet esprit compliance qui fait reposer sur l'entreprise, et plus particulièrement sur le juriste, à la fois le fait d'édicter la règle et de s'assurer qu'elle est respectée, et quasiment la sanction, parce qu'on fait aussi des... Finalement, ça ne se limite plus à la compliance ou à la data. On voit avec MAR, c'est exactement, enfin, Market Abuse Regulation, en droit des sociétés, et on voit bien que ça prend tous les domaines du droit. La concurrence, ça fait aussi un certain nombre d'années. Donc, en fait, ça change aussi notre façon d'être juriste, je trouve. Et ça, effectivement, ça devrait être appréhendé dès la formation. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas apprendre simplement à être un juriste. On doit être, enfin, à être, un juriste dans le sens celui qui lit la loi, mais à être un juriste, c'est-à-dire celui qui va vivre avec ses règles, les mettre en œuvre, les appliquer aux différentes situations, aux différentes activités. Et pour ça, la formation française, on va dire historique, à l'université, en tout cas telle que moi je l'ai connue il y a longtemps, était vraiment insuffisante, puisque finalement, ce n'était pas une école pratique du droit. Et je crois que la grande force aussi de certaines formations qu'on voit apparaître en France, il y a l'exécutive master avec le Cercle Montesquieu, il y a l'école de droit de Sciences Po, mais on voit bien que maintenant, on apprend à exercer le métier de juriste, comme on apprend à exercer le métier d'avocat ou de magistrat. Et ça, effectivement, ça apporte beaucoup, et on voit dans les jeunes juristes qui nous rejoignent une envie de prendre part aux choses, de pas rester derrière son bureau et d'avoir ses dossiers. Il y en a, et tant mieux, parce qu'il faut de tout, mais on voit bien que nous rencontrons en entretien de plus en plus de juristes qui ont envie de faire autre chose après. Que des juristes IT qui ont envie d'aller travailler dans les services IT. Alors chez Accor, en plus, on en a eu plusieurs qui sont passés de la direction juridique à d'autres directions opérationnelles ou fonctionnelles. Donc c'est intéressant, ça doit être appréhendé, comme tu le disais, par la formation, parce que le droit ne doit pas être enfermant. Et c'est la réalité de notre terrain. En réalité, on ne fait plus que le gardien du temps. Enfin, Bénédicte a tout dit. On n'est plus là. On est aussi celui qui a du bon sens, celui qui va regarder des choses qui ne sont pas du tout juridiques, mais enfin, on nous le demande parce qu'on sait lire. On sait, non mais, ne serait-ce que de savoir lire un texte avec un peu plus d'attention, ça aussi, ça participe de notre rôle stratégique, sans parler effectivement de tout ce qui se passe aujourd'hui avec la raison d'être et avec le droit qui devient un enjeu de bataille stratégique entre entreprises ou au sein des entreprises. Oui. Marc, chez vous, le juriste, il a quoi comme parcours? Il a quoi comme parcours? Il a fait plein de choses. On a une grande diversité. Les femmes et les hommes qui composent notre département, que ce soit en France ou dans le reste du monde, sont des parcours très variés. On est très attaché justement à ce que ce soit à la fois des techniciens du droit, des experts, mais qu'en même temps, ils aient une curiosité, une appétence, non seulement pour le secteur, mais également pour les activités économiques, pour être véritablement un contributeur de l'activité de l'entreprise. Je rebondirai sur ce qui vient d'être dit parce que je crois qu'on en est tous conscients aujourd'hui. Le juriste change dans sa fonction profondément. Et sans doute, aujourd'hui, c'est un des métiers les plus passionnants à exercer, les plus excitants à exercer, intellectuellement et dans le quotidien.
je dirais 2-3 choses en rebond de ce qui a été dit. C'est de plus en plus, le juriste est un créateur de normes dans l'entreprise. Il crée de la norme. C'est le droit souple, ça peut être la compliance, ça peut être autour de l'éthique, c'est autour du devoir de vigilance. Il est un créateur de normes. Il est aussi un chef d'orchestre. Il doit savoir gérer un projet, savoir gérer une équipe en projet. Et c'était intéressant ce que disait Xavier sur, bien sûr, que les programmes de conformité empruntent à différents domaines, il faut travailler avec les achats. Mais je pense que le juriste est bien placé pour être ce chef d'orchestre. Ce qui suppose, là aussi, qu'il acquiert des compétences qui ne sont pas que des compétences de sachant, mais également des compétences de savoir-faire. Ce qu'on appelle improprement les soft skills, quand on utilise le jargon anglo-saxon. Mais ça, c'est très important. Et à l'évidence, les universités ne sont pas encore prêtes à aller sur ce terrain-là, mais il va falloir qu'elles évoluent. C'est pour ça que les associations, et la FGE en premier, fait un gros travail de formation continue, parce que dans cette formation continue, il y a à la fois des questions juridiques classiques et puis des choses relatives à la conduite du projet, l'expression en public, les langues, évidemment, ça paraît une évidence, mais c'est tout à fait essentiel. Et donc, le juriste, il est de plus en plus quelqu'un qui va être un créatif, un proactif, un acteur de la vie de l'entreprise, pas qu'on vient consulter, mais qui est aussi à la manœuvre. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à travers la question du positionnement du juriste, c'est la question du rôle du droit dans l'entreprise et du droit dans nos sociétés. Et ça, c'est vraiment tout à fait essentiel. Il y a un dernier point que je voudrais faire à cet instant, parce qu'on en a parlé et on l'a effleuré en évoquant les questions d'organisation, de reporting. Moi, je crois toujours très important de rappeler que les juristes d'entreprise, le directeur juridique, le General Counsel, sont indépendants. Ils sont indépendants. Et je rappelle à cet égard qu'il y a un code de déontologie créé en 1986, le code de déontologie de la FJE, renouvelé en 2014, que le cercle a rejoint, qui est le rappel, ce code de déontologie, de l'indépendance, qui est l'indépendance fonctionnelle, l'indépendance intellectuelle. C'est tout à fait essentiel parce que c'est ce qu'on attend de nous, cette indépendance, cette capacité à conseiller à la fois sur la sécurisation des opérations, mais également sur tout un ensemble d'autres actions de l'entreprise. Et cette indépendance, certains ici ou là feignent d'ignorer que nous l'avons au cœur de notre métier, mais cette indépendance, elle est cruciale et elle accompagne l'évolution de notre profession. Elle accompagne ce qu'on est. Et donc, ça, c'est un point tout à fait important, et peut-être qu'on en dira un mot à la fin sur... C'est un des sujets auxquels on est très attaché, la reconnaissance de la confidentialité des avis. Mais c'est important parce que ce qui se joue là, ce n'est pas simplement nos positionnements ou nos titres qui sont évidemment importants. C'est comment le droit devient un élément stratégique de la vie des entreprises, de la vie économique, un élément de compétitivité, un élément d'attractivité. Et ça, c'est un enjeu fondamental qui est en train de se jouer. Et derrière nos titres, nos fonctions, nos organisations, c'est véritablement le rôle qu'on assigne au droit qui est en train de se jouer. Et donc, ce n'est pas une question mineure, c'est une question vraiment profonde à laquelle on doit répondre aujourd'hui. Alors, je me permettrai de rephraser un tout petit peu ce que tu viens de dire. C'est pas, je pense, comment est-ce que le droit devient cela. Je pense que le droit est déjà cet outil. C'est vrai. Et donc, en réalité... quand on regarde l'ensemble des opérations qui ont lieu en ce moment, les évolutions que l'on constate dans l'organisation des entreprises, il y a peut-être juste un décalage entre la reconnaissance mise en place par l'entreprise et la réalité de l'impact du droit dans le quotidien, pour moi, en tout cas dans certaines entreprises. Et je crois que ce rôle incontournable du droit comme un outil stratégique, comme un outil de valorisation de l'entreprise est déjà une réalité. Donc comment est-ce qu'on va la retranscrire dans une organisation d'entreprise pour pouvoir faire en sorte d'assurer finalement un succès encore plus important de chaque organisation. Alors, on a touché du doigt, mais alors là, on va y aller vraiment et directement. Dans le cadre de cette approche, justement, de l'impact stratégique de nous, acteurs du droit au sein de l'entreprise, avocats en entreprise, on en est où?
Et est-ce qu'on peut considérer que cette petite étape qui vient de se profiler tout récemment est un premier grand pas vers justement cette reconnaissance un peu, en tout cas pour ma part, que je considère être naturelle et normale dans notre grande profession du droit? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, ce serait formidable si quelqu'un avait. Non, mais on va l'élaborer ensemble et Xavier va nous dire aussi voilà. Ce qu'il en pense. Mais j'ai bien une petite idée quand même, si je peux livrer un scoop. Allez, vas-y. On va livrer un scoop. C'est que la reconnaissance des avis, la confidentialité des avis et des consultations des juristes d'entreprise, puisque c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas une question de statut, encore une fois, c'est où place-t-on le droit et la reconnaissance qu'on lui accorde. Ça va se faire. Je dis c'est un scoop, ça va se faire. La question n'est pas est-ce que ça va se faire, c'est quand et comment, ou plutôt comment et quand, et plutôt bientôt, je le pense. Et ce n'est pas du wishful thinking. Pourquoi? Parce que tout le monde a compris que l'enjeu s'était déplacé sur une question de souveraineté économique, de souveraineté économique par le droit. C'est ça qui se joue. Et donc, je pense qu'il y a une maturité qui est arrivée là. Il y aura des débats, c'est évident. Et on l'a vu après la proposition faite par le garde des Sceaux. Il y a eu des opinions, comme on disait quand on lisait le journal officiel sur les débats parlementaires, opinions diverses sur divers bancs. Ça, c'est clair. Certains ne sont pas encore totalement convaincus et voudraient peut-être que le texte soit amélioré. Que les choses soient très claires. Il y a un avant-projet. Par définition, c'est un avant-projet. Il va être soumis sans doute à discussion. Et pour la FJE, et je pense que le cercle ne me démentira pas à cet instant, le dialogue est ouvert, la main est tendue, et à nous, collectivement, les juristes, les avocats, de construire cette réponse pour que le droit français soit encore plus puissant, encore plus attractif, et qu'on renforce nos entreprises. Et donc, à partir de cela, je suis profondément convaincu, que le dialogue va se nouer, les uns et les autres vont se parler, et on va trouver une réponse qui soit la plus consensuelle et la plus efficace possible. Chacun fera un pas, bien évidemment. On va tous faire un pas les uns vers les autres pour dessiner ce que doit être la réponse, qui est une réponse d'intérêt général, qui est une réponse au nom du droit et de l'état de droit. Et nous sommes tous des acteurs de l'état de droit. Et tu le disais très justement, Masti, tout à l'heure. C'est déjà là. C'est pas demain, c'est déjà là. Maintenant, il faut le mettre en forme. Et c'est pour ça que, voilà, sans dévoiler aucun secret, mais donner un scoop, non, mais c'est pas de secret. C'est parce qu'à un moment donné, il y a une réalité qui se met en marche. Elle est là, et je suis persuadé que d'ici bientôt, le dialogue va se nouer, et nous allons y parvenir collectivement. Et est-ce que vous pensez que cette expérimentation, telle qu'elle semble être initiée, permettra justement un peu d'apaiser ceux qui se posent encore des questions? Je me disais finalement, c'est un peu comme peut-être un peu dans notre monde des techs, c'est un POC, on se fait un petit proof of concept, on se rassure, on regarde, on ajuste et on avance. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que l'important, c'est effectivement d'avancer sur ce sujet. C'est toujours difficile d'être un des derniers pays à pas avoir fait cette démarche et pas être allé jusqu'au bout. Le Cercle Montesquieu de Défense, là, le Cercle Montesquieu, d'ailleurs, maintenant inclut dans ses membres des membres qui font de la compliance et des affaires publiques. Le principal pour le directeur juridique ou le General Counsel, c'est de rendre les choses qui peuvent paraître compliquées, de les rendre simples. Le principal, c'est la fluidité dans l'entreprise. Et cette fluidité, on a besoin de la confidentialité des avis pour pouvoir être totalement opérationnel et pour finir pour achever tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça, c'est très important. Et le cercle, effectivement, en liaison avec la FJE, soutient évidemment et se réjouit de ce pré-projet. Et on va travailler. On va y arriver. Xavier, vous qui venez d'abord d'un premier univers dans lequel vous avez évolué et aujourd'hui au sein de toute cette organisation Ethics Compliance, pour vous, cette confidentialité, elle est centrale? Pour vous, le rôle de cet avocat en entreprise, vous le placez où dans votre curseur de nécessité?
pour bien exercer votre métier? Alors, si je dois placer un curseur, je mettrai au plus haut niveau, et si sur une note de 0 à 10, je mettrai autour de 11. Pour la bonne et simple raison, là, ça renvoie au débat d'aujourd'hui sur la confidentialité des avis juridiques et la legal privilege. Là encore, le monde anglo-saxon avec le General Counsel a parfaitement compris, et grâce je dirais, à la structure des General Counsel, la plupart d'entre eux sont des formations juridiques d'une part et ont été avocats, voire sont toujours avocats inscrits en entreprise et inscrits au bar, enfin en tout cas au barreau. Ça veut dire que parce qu'ils sont capables, de par leur position et du legal privilege, d'être de véritables risk takers et risk makers, c'est-à-dire de faire des analyses avec des situations différentes et de pouvoir émettre des avis sans, pour le coup, mettre en un risque supplémentaire leur structure, leur entreprise et eux-mêmes. Ça veut dire aussi que l'analyse juridique peut rentrer par ce moyen directement dans la prise de décision finale et au plus haut niveau, et véritablement être opérationnelle. Si aujourd'hui vous faites une analyse de risque qui au final va peut-être aboutir ou pas à une décision, ou une décision qui ne ressemblera pas à ce qui était un projet initial, il ne faut pas qu'à un moment donné vous empêche de le faire. Et aujourd'hui, sans le legal privilege, en tout cas, ça devient très compliqué parce que de dire qu'il y a peut-être un risque nous met en situation de risque. En matière de compliance, c'est d'autant plus flagrant, on ne peut pas travailler à prévenir la corruption si de l'autre côté, je ne suis pas capable d'avoir les outils juridiques qui me permettent de traiter cette corruption. Donc ça, en tout cas, ce risque de corruption. Donc ça, c'est un point qui est majeur. Et là, je pense que le legal privilege, effectivement, la France est encore un des derniers pays sur le sujet parce que culturellement, on a toujours vu le droit comme uniquement comme un conseil ou une opinion, mais rien d'autre. Alors qu'effectivement, et là je rejoins tous nos interlocuteurs autour de la table, c'est qu'aujourd'hui la fonction juridique change fondamentalement et on doit passer aussi au-delà de l'analyse du conseil à intégrer directement la prise de risque. Ça va être d'autant plus vrai, et ce risque est d'autant plus fort que les nouveaux enjeux juridiques des entreprises, au-delà, je dirais, des parcours classiques, des enjeux classiques, portent sur des droits qui sont en devenir, sur lesquels, en gros, on n'a pas aujourd'hui de référence forte, si ce n'est des cadres généraux, qui vont se construire dans le temps, à travers de contentieux, de jurisprudence, voire de règles plus soft. Je pense particulièrement aux enjeux climatiques, aux enjeux de responsabilité environnementale. Et là, pareil, on doit pouvoir permettre et donner aux juristes, directeurs juridiques, compliance, la possibilité véritablement d'aller jusqu'au bout des analyses de risque, en prenant des risques, sans que cette analyse de risque se retourne contre lui, contre l'entreprise. Donc, en gros, pour moi, c'est une évidence. Si on n'a pas les mêmes outils juridiques que nos homologues étrangers, notamment anglo-saxons, on partira non seulement avec des cartes concurrentielles, mais en même temps, en réalité, on met nos entreprises dans des situations de risque qui font qu'à un moment donné, l'activité économique ne pourra pas se développer comme ça. On est en face aux entreprises avec de nouveaux enjeux qui sont passionnants, fascinants, qui se construisent. Et là, pour le coup, le legal privilege doit être, encore une fois, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil. C'est un outil qui doit être donné à des personnes qui sont en position d'indépendance, en position de pouvoir émettre des avis en toute objectivité, et qui doivent être en position non seulement organisationnelle, de ne pas forcément être là pour plaire à leur manager, mais de leur dire simplement, voilà le risque, voilà comment il se présente, comment voilà, on peut le prévenir, on peut le manager. BESMA, dans une organisation, chez Accor, groupe français, dimension totalement internationale bien sûr, directrice juridique France, sans legal privilege, tes équipes qui par exemple aux États-Unis et ailleurs bénéficient de ce legal privilege, ça fait quoi comme choc des cultures, choc dans la démarche, dans le mode opératoire? Alors, c'est marrant, c'est toujours une préoccupation pour les membres de l'équipe qui sont dans les pays anglo-saxons. Quand ils nous envoient un mail, bon, je sais pas, on va prendre un exemple sur les litiges en cours. Il y a un reporting au groupe General Counsel, et donc se pose régulièrement la question. Alors, en réalité, ça ne pose pas de difficulté parce que c'est couvert par le legal privilege dans ce sens, mais il y a systématiquement ce petit caillou dans la chaussure de la part de nos homologues disant
Ben oui, mais qu'est-ce que je peux t'envoyer à toi, juriste français, qui n'est pas couvert par le legal privilege? Qu'est-ce que tu peux me répondre? Et donc déjà au sein de la communauté juridique, c'est un sujet, alors, sans parler quand on échange en dehors de la communauté juridique et avec la direction financière ou la direction générale, ça c'est nous qui avons conscience de ça. Et donc, oui, c'est vrai, ça amoindrit la fluidité des échanges. Ça n'amoindrit peut-être pas en réalité notre rôle, dans le sens où day-to-day, parce que la réalité, c'est que quand il y a un risque, on trouve le moyen de le dire. Mais c'est une vigilance supplémentaire. Et puis, je dirais, j'entends qu'il y a une certaine résistance, notamment des avocats, mais je crois qu'en fait, elle a plus lieu d'être parce que ce rôle de l'avocat, en tout cas, on va dire au moins dans nos souhaits, nous, directeurs juridiques, et aussi dans la réalité, finalement, le rôle de l'avocat, effectivement, a changé. Marc le disait, je pense qu'on a de moins en moins de grands patrons qui appellent son avocat préféré pour lui poser toutes sortes de questions. Il y a encore l'avocat préféré, il y a encore le patron qui appelle l'avocat, mais probablement pour des sujets plus restreints, parce que le grand patron a compris le rôle de son directeur juridique ou de son general counsel, a pris l'habitude d'échanger et de le consulter. Et Marc l'a dit, c'est-à-dire que maintenant, les directions juridiques travaillent avec les cabinets d'avocats. J'ose espérer que ça reste pas la règle, que les cabinets d'avocats traitent directement avec d'autres membres. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est moins systématique et moins la règle qu'avant. Et c'est une évolution non seulement de comment les avocats voient leur métier, et donc j'allais presque dire il faut qu'ils s'y fassent aussi sur le legal privilege, parce que la réalité c'est que ceux qui travaillent avec nous savent que ce n'est pas un danger pour eux, je crois. Et puis aussi les patrons, c'est-à-dire que là on est dans la communauté juridique, on est entre personnes du droit, mais c'est aussi nos interlocuteurs, les CEO, les directeurs financiers, les directeurs opérationnels, aussi d'appréhender ça et de le comprendre et de le soutenir et de le pousser. Je me souviens il y a quelques années, quand il y avait eu un premier projet d'avocat en entreprise, je crois que la FJE avait fait signer une pétition par les grands patrons, enfin une pétition, une tribune, je ne sais plus. Et c'est vrai que ça reste un élément central, parce que nous, on peut le vouloir, on peut savoir en faire usage, les avocats avec qui on interagit peuvent nous soutenir, mais finalement, tout ça, ça participe de la reconnaissance du rôle du juriste d'entreprise. Et là, ce n'est pas directeur juridique versus general counsel, c'est presque juriste d'entreprise versus avocat. Et comprendre qu'on travaille tous, en fait, ensemble, dans le même sens, et qu'il y a... c'est plus comme avant, d'une certaine façon. Marc, tu voulais dire quelque chose, et moi, j'avais évidemment... Je vais dire quelque chose qui va faire plaisir et aux juristes et aux avocats, mais c'était en rebond de ce que tu viens de dire, c'est que ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les pays, on va dire démocratie, pour ne prendre que ce critère-là, les pays dans lesquels il y a une grande communauté du droit rassemblée, où il y a donc les avocats en exercice libéral et les avocats en entreprise ou juristes en entreprise au barreau selon les appellations, on s'aperçoit que la communauté est donc plus grande et que le chiffre d'affaires moyen des avocats est plus important. Absolument. Parce qu'il y a une demande induite qui se construit. Autrement dit, les avocats ont tout intérêt d'un point de vue économique à ce que ça se réalise, parce que dans cette économie de la demande induite, ils vont en tirer un bénéfice. Alors, on parle de l'état de droit, ce n'est pas simplement une question d'argent, mais le droit, c'est aussi un marché. Et donc, les avocats sont légitimes à s'interroger sur le devenir de leur profession. Ils doivent mesurer à cet instant, me semble-t-il, que cette évolution qui va se réaliser, eh bien, ils vont en tirer un bénéfice. Il n'y a pas de crainte à avoir à cet égard. Et bien sûr, c'est du ressenti à cet instant. Et on travaille à produire des chiffres, mais au-delà du ressenti, je pense qu'il y a cette prise de conscience qui se fait de plus en plus. Et je pense que la maturation est là maintenant dans une grande partie des barreaux, et pas seulement à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, également en province, parce qu'il y a des grands groupes français qui sont des champions mondiaux, qui ont leur siège social en province, des champions mondiaux.
Donc tout le monde se rend compte que l'enjeu, il est évidemment de structurer un marché du droit qui bénéficie à tous. On a fait le chiffre à la FJE, 75% des juristes, y compris de PME, TPE, travaillent à un moment ou à un autre à l'international. 75%. Ce n'est pas le truc de Paris ou de Saint-Germain-des-Prés. C'est quelque chose de vraiment qui intéresse tous les territoires. Et avec nos 18 délégations régionales, on s'aperçoit que c'est une question qui remonte partout. Donc il y a un travail de conviction, un travail de pédagogie. Il faut apaiser les inquiétudes, c'est évident. Mais je crois que la direction, elle est celle de rassembler une profession parce qu'on va mettre le droit au centre du village, si j'ose le dire ainsi, et tout le monde va en bénéficier, y compris d'ailleurs le rayonnement du pays et de nos entreprises. Et Xavier le disait sur notre capacité à gérer les risques intelligemment pour que nos entreprises soient encore plus en situation de conquête de marché. Alors, j'allais dire, j'en reste bouche bée, parce que c'est évidemment une conviction que l'on est très nombreux à partager. Dans cette grande profession du droit, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des entreprises, puisque comme vous le disiez à l'instant, notre thématique, c'était direction juridique et General Counsel. Moi, je pense que nous, les avocats, nous avons aussi un rôle à jouer, évidemment. Et tu l'évoquais, Besma, tu l'as également indiqué il y a un instant. On a des avocats qui nous écoutent. On a des avocats qui sont présents et qui, évidemment, chaque jour aussi se posent la question de l'impact de cette évolution. On a d'un côté le numérique et le digital qui est en explosion permanente. On a les entreprises qui renforcent leur direction juridique et qui forcément entraînent un questionnement non négligeable de la part des avocats. Moi, tout ça, je dirais, j'en fais juste un constat. Je pense que c'est quelque chose qui ne peut que valoriser plus encore la communauté du métier du droit. Et quand on regarde l'évolution de nos métiers, et les États-Unis sont souvent toujours un point de départ, et l'on en vit les conséquences dans nos pays dans un temps plus ou moins long. Et l'on voit aux États-Unis à quel point le rôle du droit est central dans cette société, la puissance des directions juridiques, la puissance des cabinets d'avocats. Et quand on compare tout cela avec ce que l'on voit en Europe de manière générale, ou en tout cas même en France, on voit bien qu'on est très loin de cette toute-puissance. Or, cette toute-puissance, comme tu l'indiquais il y a un instant, était partagée d'un côté par les directions juridiques, mais aussi par les avocats. Donc finalement, cet intérêt de toute puissance d'une direction juridique est aussi, à mon sens, un intérêt des avocats, ne serait-ce que par simple observation de ce qui se passe ailleurs. Alors maintenant, si on a encore 2 petites minutes avant la fin, qu'est-ce que vous diriez, quels seraient vos conseils, quel serait pour vous l'impact ou l'apport des cabinets d'avocats pour justement permettre la mise en place de ce circuit que moi j'appelle en réalité vertueux et qui permet de faire en sorte que l'ensemble de la profession du droit va avoir un impact, puisque finalement c'est l'impact qui est le sujet essentiel dans tout ce que nous faisons, les uns les autres. Vas-y. Alors, commence. Je sais pas, vous aviez qui est de l'autre côté. Absolument. Il y a... Écoutez, Xavier, est-ce que vous voulez commencer? Oui, je suis à distance. Je dirais l'impact au cabinet d'avocats, c'est vous avez une opportunité aujourd'hui de pouvoir transformer le monde des juristes en France pour, grosso modo, avancer, aller très vite vers ce qu'on va appeler, de manière très simplifiée, dans la communauté du droit. Avocat d'entreprise, c'est pas uniquement permettre des passerelles, des allers-retours entre le cabinet d'un côté et l'entreprise de l'autre. Je pense qu'il faut avoir une réflexion beaucoup plus globale sur le sujet et d'avoir une vision. J'en parle d'autant plus que culturellement, je suis, en tout cas professionnellement d'origine, magistrat de l'ordre judiciaire. C'est tout cet ensemble des juristes en France qu'il faut permettre, à qui il faut permettre de pouvoir véritablement passer d'un métier à un autre sans obstacle particulier, parce qu'en réalité, on fait des métiers extrêmement proches. Donc aujourd'hui, l'avocat d'entreprise, c'est une ouverture vers le monde de l'entreprise et des juristes. Et encore une fois, le juriste et l'avocat, professionnellement, il y a très peu de différence. Il y a des prismes différents, mais professionnellement peu différents.
Ce pas-là aussi doit accompagner notre ouverture de l'autre côté des juristes versus la magistrature et inversement. Et c'est cette grande communauté sur laquelle on doit aller. Plus les parcours seront fluides entre les différentes professions, et plus on s'apercevra que nos métiers sont très proches, même si les prismes sont différents. Et deuxièmement, tout le monde y gagnera en termes de développement et en termes, je dirais, de positionnement par rapport aux autres corps de la société, corps intermédiaires, qui aujourd'hui se sont positionnés en décideurs. Bénédicte? Oui, alors je souscris tout à fait à ce que vient de dire Xavier. Je rajouterais que le directeur juridique est un juriste expert, est devenu un juriste leader. L'avocat, parfois, pouvait n'être qu'un auxiliaire de justice, mais on lui demande, et il nous accompagne, effectivement, il accompagne de mieux en mieux l'entreprise. Et je dirais qu'on l'a vu cette année, qu'on vient de passer, cette année très particulière. On a traversé une crise où finalement tout s'est fait naturellement dans l'urgence et dans la crise. On a géré le choc, on a géré les sujets sociaux, les difficultés financières, les sujets contractuels, des sujets business, métier, de poursuite des métiers. Et ça, j'ai trouvé qu'il y avait une osmose totale. Et cette réforme, elle s'est faite de fait pendant cette pandémie. On a très bien travaillé, comme quoi dans l'urgence, on a très bien travaillé et mis en avant, juristes et avocats, nos compétences et nos façons de fonctionner ensemble. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a plus qu'une pierre à mettre à l'édifice, c'est de finaliser ce projet. Et avec aussi, il y a eu le Brexit, il y a vraiment une chance, une opportunité pour la France là, de prendre une place importante en tant que place de droit. Pesma? Bon, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, moi je vois les avocats comme nos partenaires. On est les deux faces d'un même métier. Et aujourd'hui, moi je sais que je compte beaucoup sur un certain nombre de cabinets avec lesquels on travaille. À plusieurs égards, c'est vraiment des partenaires, c'est-à-dire que c'est naturel de les appeler, que ce soit pour quelque chose qu'on ne connaît pas, une matière qu'on ne connaît pas, pour surplus de travail, pour de l'aide quand on est seul. Et on voit bien que voilà, ce sont des amis qu'on appelle pour aussi être un sparring partner et réfléchir ensemble, parce qu'on n'a pas, évidemment, on est dans des métiers où on a besoin d'échanger des idées et de les tester. Donc, je crois que voilà, il n'y a plus de contentieux. J'espère. Il n'y en a pas. Beaucoup. Peut-être un mot juste pour ajouter que, en fait, on parle d'une grande famille qui va se réunifier. Elle a été séparée par plein de raisons, sans doute historiques. Culturellement, maintenant, elle se réunit, et ça me paraît vraiment essentiel. Je donnerai deux exemples. Le premier, c'est que, et Xavier connaît bien cet exemple-là, il y a cette formation que la FGE a lancée avec l'EFB et l'ENM et l'IHEJ qui s'appelle MAJ, magistrat, avocat, juriste, qui est de faire travailler sur des modules concrets, la conformité, l'éthique, la négociation, les contentieux, les trois métiers. Ils forment déjà cette même entité. Il y a ce projet de faire enseigner la déontologie dès l'université. Nous avons des déontologies propres, mais on peut l'enseigner dès le master. C'est cette culture commune. Et puis enfin, et c'est mon dernier point, il y a une pétition, une tribune qu'on a lancée, mais qui prend la forme d'une pétition pour soutenir ce projet. En 24 heures, il y a eu 630 signatures de juristes, d'avocats à Paris, en province, partout. Signez-la, faites-la signer pour que nous réunissions cette famille qui n'a aucune raison d'être séparée, parce que nous avons la même culture et la même ambition pour le droit français. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le droit d'avoir encore une petite seconde? On a une question autour de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il fallait bien finir avec ça, est-ce qu'aujourd'hui, en France, vous voyez une évolution quant à la souveraineté dont vous disposez chacun sur le budget de votre organisation juridique d'un côté, et est-ce que vous avez la perception d'une évolution quant aux rémunérations proposées aux membres des directions juridiques qui viendraient confirmer finalement la valorisation de ce rôle au sein de l'organisation? Rien que ça va nous prendre 2 heures, mais vous avez droit chacun à un oui, un non, puisque nous avons 1 minute. Pesma.
Alors, la rémunération, pas encore, pas suffisamment, mais je pense que ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, de la nationalité de l'entreprise. Mais malgré tout, on ne fait pas jeu égal avec un certain nombre d'avocats avec qui on a affaire. Il faut prendre cet exemple, même si ce n'est pas la référence. Budget, pas encore tout à fait non plus. Il y a du progrès. Il y a beaucoup de progrès. Et ça, je ne parle que de mon petit point de vue d'où je suis. Bénédicte. Budget, oui, des évolutions. Rémunération, je rejoins un peu Besma, c'est encore à peaufiner. Marc. C'est l'extension du domaine de la lutte. C'est l'accélération des particules élémentaires. Voilà, c'est en évolution. Non, sérieusement, je pense bien sûr que ça dépend des cultures, des secteurs, de la taille des entreprises, c'est évident. Mais il y a une évolution positive sur les rémunérations et notre enquête annuelle AFJE Cercle le montre. Donc il y a une vraie évolution positive. Et sur les budgets de la même façon. Et plus les directions juridiques seront puissantes dans l'entreprise, plus leurs budgets seront conséquents et plus le marché du droit en profitera. Xavier, côté compliance. J'ai envie de répondre oui. Après, évidemment, je suis d'accord avec aussi Besma, c'est-à-dire concurrencer un juriste d'entreprise ou un directeur juridique avec un grand associé, partenaire, un cabinet d'avocat international, non. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas et ce n'est pas l'objectif. Mais d'une manière générale, pour les juristes, directeurs juridiques ou compliance, je pense que oui, l'évolution est en cours et des rémunérations, c'est une évidence. Sur les budgets, c'est pareil, je pense qu'il y a une prise de conscience. Je parle pour la compliance, pour le coup, des enjeux qui tournent autour, qui vont s'accroissant. Et on peut défendre des budgets en augmentation. Alors, pas suffisamment, pas assez, on peut toujours discuter, c'est évident. Mais si on prend 4-5 ans de recul, on s'aperçoit véritablement que là, les choses changent beaucoup et plutôt vite. Merci beaucoup à vous tous. Ce fut un plaisir de passer cette heure avec chacun d'entre vous et à très bientôt.